Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et surtout faites d'excellentes lectures. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit, quand je dis petit, on dirait un update lecture normal, c'est-à-dire que je vais vous présenter mes 3 dernières lectures de romans ainsi que plusieurs mangas. Mais surtout, c'est que je vais déjà vous parler de la prochaine vidéo qui sera sur YouTube le samedi 15 mars. Ça faisait, quand j'avais été voir sur les archives, ça faisait un petit temps que je n'avais plus fait de FAQ, déjà un peu plus d'1 an. Donc voilà, donc le 15, on se fera une FAQ. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez plein de questions à poser je veux dire, sur les bouquins, sur la chaîne et tout est quanti, n'hésitez pas, lâchez-vous, plein de questions, et puis on essaiera d'y répondre samedi prochain. Donc voilà, maintenant, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, d'emblée, je peux vous dire que dans les 3 romans que je vais vous présenter, il n'y a aucun coup de cœur. Mais non, hein, on ne sait pas toujours avoir ce qu'on veut. Et puis en même temps, ça fait toute la beauté de la lecture. Il y a 2 bonnes lectures et une excellente lecture. Et en même temps, vous allez voir que cette update lecture est un peu sous le synonyme, je veux dire, de la saga, de la nouvelle saga. Parce que donc, il y a 2 bonnes lectures qui font partie donc, de ces 2 nouvelles sagas. Mais oui, on n'a pas peur. Hein. Et puis, mais en même temps, je peux dire qu'on a continué, on a terminé les autres sagas. Saga manga, hein, c'est une saga pareille. Donc voilà. Donc le premier, c'est Les 7 sœurs, donc premier tome de Lucinda Riley, Les 7 sœurs, Maya, au livre de poche. Donc là je vais déjà faire un petit aparté, c'est que au départ c'est mon épouse qui a commencé à lire la saga, donc moi j'ai continué aussi, dans le sillage, puis on a acheté 2 tomes en livre de poche, mais maintenant au Québec, les livres de poche concernant les 7 sœurs sont retirés des étagères. Et oui, commercialisation quand tu nous tiens. Maintenant, c'est la nouvelle édition Saint-Jean. Pas même format, pas même épaisseur, je veux dire pas même qualité non plus, parce que néanmoins, l'édition Saint-Jean est de meilleure qualité, je trouve, que le livre de poche. Le papier est plus blanc, plus épais. Et donc, voilà. Donc, mais celui qui avait l'envie, moi, de continuer dans le livre de poche, eh bien, c'est Tintin. Tintin et Bourrico, c'est que si maintenant je veux continuer le livre de poche avec cette série, il faudra soit me les procurer certainement par, je veux dire, les livres d'occasion. Néanmoins, hein, on est pigeon ou on ne l'est pas, je veux dire, la qualité de l'autre édition est quand même meilleure, donc, mais alors ce serait peut-être racheter premier et deuxième tome dans cette collection, ou alors avoir carrément les 7 sœurs en dépareillé, hein, pourquoi pas non plus, voilà. Donc, venons-en au premier tome. Donc, tout d'abord, la saga, c'est une saga en 8 volumes. Les 7 premiers ont été écrits par Lucinda Riley, qui, je vous le rappelle, est décédée en 2021. Donc ces 7 premiers, là je suis en train de regarder, il y a une dinde sauvage sur la neige, ça fait tache, vous pourriez me croire. Donc, revenons à nos moutons. C'est une saga en 8 volumes, comme je disais. Donc elle a écrit ça de 2014 à 2021, et le 8e a été coécrit avec son fils, comment il s'appelle encore, Harry Whittaker, voilà. Donc, saga en 8 volumes. Bon, bonne lecture, ça veut dire qu'il y a des trucs qui m'ont moins plu, je dirais. Bon, en allant directement vers le positif. Le positif, c'est que, déjà, ça se lit super bien. J'adore l'écriture de la plume de Lucinda Riley. Elle est très facile. C'est une bonne histoire,
Mais pour vous dire un peu, bon, ceux qui ne connaissent pas du tout les Sept Sœurs, le pitch de l'entrée, c'est que les Sept Sœurs sont, je veux dire, 7 femmes qui ont été, comment je vais dire, je ne reviens plus sur le terme, qui ont été adoptées, voilà, qui ont été adoptées par un milliardaire. Ce milliardaire meurt au début, tout au début du récit, et les 7 sœurs vont recevoir comme une enveloppe avec à l'intérieur des indices pour chacune d'elles, des indices pour retrouver leurs origines. Donc ici on est avec Maya, premier tome, donc on va se retrouver directement à Rio de Janeiro. L'enquête va nous voir, l'enquête, les recherches, je veux dire, vont nous mener à Rio de Janeiro, au Brésil. Et bon, ça, de ce côté-là, ça marche. Il y a 2 temporalités. Une temporalité, bon, ça, je veux dire, c'est déjà quelque chose qui marche moins. Donc, on continue sur le positif. Le positif, c'est que en même temps, il y a une recherche historique. C'est que Lucinda Riley, en même temps, met des personnages fictifs qui côtoient des personnages qui ont réellement existé. Et donc, je veux dire, où on se lit ça, je veux dire, sans prise de tête, ou alors on peut faire quelques recherches, je veux dire, sur la toile, et puis aller un peu plus profondément pour aller voir ces personnages qui ont réellement existé, ce qui est mon cas. Et c'est ça, donc il y a 2 temporalités, et là ça commence, je veux dire, un peu le bas qui blesse, c'est qu'il y a, même si les temporalités sont, je veux dire, il y en a une qui est entre 2 guerres, on est en 1929, donc on va se retrouver à Rio de Janeiro. En même temps, on va se retrouver aussi à Rio de Janeiro dans le monde contemporain, donc en 2014. Et donc on va suivre les recherches que fait Maya. Mais en même temps, je veux dire, dans cette double temporalité, en 1929, on va se retrouver avec l'arrière-grand-mère de Maya. Je dis bien l'arrière-grand-mère, pendant un nombre de pages qui pour moi est trop long, beaucoup trop long. On aurait pu quelque part abréger, dans le sens que si Maya se retrouve seule, seule, si elle a été quelque part abandonnée, bon, si elle a été recueillie par ce milliardaire, ça n'a vraiment rien à voir avec l'arrière-grand-mère. Ça peut plutôt voir avec la mère, voire peut-être la grand-mère, mais pas l'arrière-grand-mère. Donc ça, je veux dire, c'est un texte qui est, je veux dire, à ce point de vue-là, un peu, je trouve, excessif dans l'explication. En même temps, ça nous donne, je veux dire, comme je dis, d'un point de vue historique, et ça donne en même temps plein de thématiques, parce qu'on se retrouve entre l'entre-deux-guerres en 1929, donc les thématiques style la place de la femme au Brésil, entre autres, ou même, je veux dire, à Paris, parce que bon, ça se passe aussi à Paris. Bon, c'est différent d'aujourd'hui, je dirais même très différent, mais en même temps, c'est ça, ça donne quelque part une certaine lourdeur, parce que c'est un bouquin qui fait quand même 660 pages. Et en même temps, je dirais que si on passe beaucoup de temps avec cette arrière-grand-mère en 1929, je veux dire le final, pour voir réellement de ce qui s'est passé, je veux dire, avec Maya et donc sa mère, là on va sauter 3 générations, et bien se fait, je vais dire, sur 10 pages. Donc c'est un peu, comment je vais dire, on va lire certainement le deuxième, parce que bon, il est dans la palle, dans la biblio. On va lire le 2e tome, mais si c'est de nouveau pour aller rechercher des trucs, comment je vais dire, un arbre généalogique qui n'est pas vraiment en rapport direct, mais plutôt indirect avec l'héroïne, bon, je ne sais pas si je vais continuer la saga, c'est clair. On irait peut-être bien même jusqu'au 3e tome, hein, vu qu'on l'a aussi dans la palle. Mais bon, voilà. Que dire encore? Bon, il y a aussi certaines, comme j'ai dit, certaines thématiques concernant certainement la place de la femme dans la société. Donc,
entre l'entre-deux-guerres. Il y a des scènes, je vais dire, bon, on peut l'appeler de viol. De viol, comment je dirais, je ne sais pas si ça se dit intermarital, mais bon, au sein, je vais dire au sein du couple. Donc, à ne pas mettre quand même entre toutes les mains, même si je veux dire, si c'est une lecture, je veux dire, cosy, c'est les pages défilent, c'est de la bonne lecture, comme je dis, c'est de la bonne lecture, mais voilà. Donc, j'attendrai certainement pour me faire davantage une meilleure opinion avec le deuxième tome. Alors, pour le deuxième livre que je vais vous présenter, on va changer complètement de genre, on va se retrouver dans de la dark fantasy avec les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook aux éditions J'ai lu. Donc ça ici c'est un intégral qui comporte, je veux dire, 3 livres, les 3 premiers livres, les livres du Nord, comme on les appelle, c'est la Compagnie Noire, le Château Noir et la Rose Blanche. C'est une lecture que je fais en lecture commune avec Gilles, et là on vient de terminer le premier livre. Il faut savoir que c'est une saga qui est, je crois, comme disait Gilles, il y a 4 intégraux et non 3. En fait, il y a 9 livres simples en anglais et 10 livres simples en français. Donc voilà. Alors, bonne lecture, pas excellente lecture pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que bon, on est loin d'avoir terminé la saga, c'est clair. D'emblée, j'ai été surpris de ne pas avoir en fait de cartes. De cartes qui représentent le monde, ce monde-là. Je me suis dit, oh, ben, elles sont peut-être à la fin. Non, rien. Ça fait un peu, parce qu'en général, je dis, quand on lit de la fantaisie ou même de la dark fantasy, je dis bien en général, bon, ben, on a une sorte de support cartographique. Ben non, rien. Parce qu'il faut se dire quand même que cette compagnie noire voyage pas mal hein, dans le monde où ils sont. Donc ça aurait été, je trouve, un plus d'avoir une carte, au moins une carte. Donc voilà, ça c'est déjà le premier truc, c'est que ensuite, le premier livre, La Compagnie Noire, va raconter sous forme d'annales. C'est le Toubib, le nom, son nom, Toubib, qui est dans cette compagnie noire et qui est un analyste. Et donc on va suivre, je veux dire, principalement les batailles. Je dirais pas d'une même game, mais plutôt d'un même contrat, hein, parce que en fait ce sont des mercenaires qui se vendent au plus offrant. Bon, que ce soit, je veux dire, dans le bien ou dans le mal, il n'y a pas vraiment, ce ne sont pas des gens qui sont hyper manichéens, quoique la compagnie peut-être pas, mais certains d'entre eux quand même sont quand même assez manichéens, dans le sens que ils ont quand même une ligne de vie, une ligne de conduite, qui sous-entend quand même qu'ils seraient plus du côté du bien que du mal, mais bon. Ça reste à voir, hein. On n'est que vraiment au début du récit. Il y a aussi, concernant bon là, comme je dis, on est toujours dans le premier livre, ça va peut-être venir par la suite, mais on est donc principalement dans les batailles, on voit certains personnages de la Compagnie Noire, on fait leur connaissance, mais je veux dire, en dehors de ces batailles, de cette compagnie noire, on n'a pas vraiment de détails sur le monde en général, sur ce monde-là. S'il y a plusieurs royaumes, s'il y a des rois, des reines, s'il y a... bon, que sais-je là. En même temps, il y a aussi il y a pas mal de magie quand même. Cette magie n'est pas... bon, on voit les effets, tout ça, mais je sais pas, pour l'instant, comme je dis, encore et encore, c'est le premier volume, ça va peut-être venir par la suite,
mais je trouve qu'il y a quand même un manque de détails par rapport à la situation générale. Mais je ne sais pas, est-ce que, bon, c'est clair que c'est un autre auteur, mais moi je fais référence par exemple à Brandon Sanderson, certainement dans ses premiers livres, où quelque part, paraît-il, ce sont les meilleurs, le world building est vraiment parfait, quelque part, vraiment parfait. Ici, le world building laisse quand même, je trouve, un peu à désirer. On n'en sait pas plus qu'il en faut, donc à voir, certainement à voir avec la suite, avec le Château Noir, ou sinon c'est une très bonne lecture. On se prend, je vais dire, on se prend en même temps d'amitié avec certains personnages, et puis on commence, on essaie de comprendre, je veux dire, pour qui ils travaillent, pour qui les mercenaires travaillent, et puis, enfin, sont payés plutôt, et puis voilà. Donc, à suivre, vraiment à suivre. Ensuite, avec le troisième roman que je vais vous présenter, ben, on va passer de la bonne lecture à de l'excellente lecture, enfin, en tout cas pour moi, avec les Mémoires d'un chat de Haru Arikawa aux éditions Babel. Alors, qui est Hiro Arikawa? C'est une autrice japonaise qui a fait pas mal, je veux dire, de light novel. Elle a pas mal de séries à son actif. Et je crois même qu'il y a une... Je ne sais pas réellement si c'est une suite aux Mémoires, les Mémoires d'un chat, mais il y a Au revoir les chats, je crois que c'est ça le titre. Donc, à prospecter et à voir. Donc. Excellente lecture, en effet, parce que, tout d'abord, c'est une excellente histoire, un excellent concept, et puis, ben, je veux dire, la plume de Hiro Arikawa est vraiment pleine d'humour, de délicatesse. Je veux dire, c'est l'histoire aussi qui le veut un peu, mais pour vous dire un peu, donner un peu le pitch de l'histoire, on est avec Satoru, qui est un homme qui a un chat qui s'appelle Nana. C'est pas une femelle, c'est un mâle, mais il s'appelle Nana. Et il l'a récupéré, je veux dire, sur un parking. Et là, après, bon, ça c'est vraiment le pitch de départ. Et puis on se retrouve 5 ans après. Et là, il va contacter plusieurs de ses anciennes connaissances, de ses anciens amis, qui soient, je vais dire, amis d'enfance ou... et il va, parce qu'il doit, en fait, donner son chat. On n'en sait pas la raison, on se doute un peu, mais rien ne dit dans le texte. Donc, ça va se dire, ça va se connaître, je vais dire, ça va se savoir un peu plus tard dans le texte, mais il faut quand même faire tourner pas mal de pages pour savoir réellement ce qui en est. Et déjà le concept, c'est que ils vont, bon, ce Satoru et ce Nana, vont prendre la voiture, vont prendre le grand van, puis ils vont partir de Tokyo, ils vont aller jusqu'à Hokkaido en passant par Satoru, enfin quelques villes. Donc déjà là, on a déjà une petite, on a même une ambiance de qu'est le Japon. Je dirais peut-être pas le Japon profond, mais on a un avant-goût en fait de toute cette géographie. Et puis au fur et à mesure qu'il va rencontrer, je vais dire, ses copains d'enfance et tout ça, ce chat qui est hyper intelligent comprend les humains, comprend le langage humain, ce qui est à l'inverse pas vrai, mais il comprend le langage humain. Et puis en même temps, ben, en écoutant les conversations, il va en apprendre, ben, je vais dire, davantage sur son maître. Ça déjà, ce concept, il est vraiment génial, je trouve, réellement génial.
Et puis, au fur et à mesure de ce récit, on va certainement se prendre d'amitié pour Satoru, pour Nana, et puis en même temps, je veux dire, pour toutes ces petites histoires qui sont collées les unes après les autres, pour pouvoir un jour donner Nana, pour qu'il ait un nouveau foyer. Donc voilà. Ça représente plein de thématiques, de sujets, tout à la fois qui sont graves. C'est un roman qui est plein de vérité, avec en même temps beaucoup d'humour. Mais c'est ça, c'est vraiment... c'est rempli d'amitié, ça parle d'amour entre un animal et l'homme, entre l'homme et l'animal. Parce qu'il y a une belle réciprocité dans tout ça, puis c'est ça, les belles histoires d'amitié qui parcourent ce récit. Réellement, c'est magnifique, magnifique. Une magnifique histoire, réellement. Donc, si vous ne l'avez jamais lu, des trois ici, c'est celui-là que je dirais, n'hésitez pas. Si vous le voyez en librairie ou en occasion, essayez-le, réellement. Les mémoires d'un chat. Donc voilà ce qui termine les trois romans. Maintenant, concernant les mangas, j'ai continué, je veux dire, la série qui est en 23 volumes concernant les enfants de la baleine. Ici, j'ai lu le 8, le 9 et le 10. Donc on est toujours avec on suit toujours ces enfants de la baleine. Bon, on en sait un petit peu plus à chaque fois, c'est clair. Hein, mais comme je dis, on est presque, pas encore tout à fait, mais on est presque à la moitié de la saga. Donc voilà, voilà. Et ensuite, j'ai terminé une saga qui est en 4 volumes. C'est Psycho Bang, qui pour moi est une réellement très très bonne lecture. Je veux dire, Psycho Bang, c'est de Naoki Serizawa, ici c'est aux éditions Pika. Et par contre, les enfants de la baleine, c'était aux éditions Kazé. Psycho Bang, on est sur du seinen, on est sur aventure un peu fantastique. On a aussi en même temps un peu du policier. Mais je veux dire plus vraiment sur aventure suspense. Naoki Serizawa, je l'avais dit ça dans une des vidéos précédentes, c'est qu'au départ il avait la profession de photographe. Et pour moi, je veux dire, ça se ressent, comme je l'avais déjà dit, ça se ressent vraiment beaucoup dans son dessin, qui est vraiment très, très réel. J'ai adoré le dessin, en même temps j'adore l'histoire parce que je crois que ça se tient quand même. Bon, c'est un peu, c'est tiré dans les fantastiques, c'est clair, mais c'est vraiment, ça se tient de bout en bout en fait, réellement. Alors ici on est sur le pitch on va suivre Mirai, qui est un lycéen et qui va apprendre la mort de son père. Mais bizarrement, la mort de son père, bon, il s'est supposément suicidé, alors qu'il avait encore plein de projets. Son père était je veux dire, dans la branche médicale de recherche. Et donc, il va essayer je veux dire, d'enquêter, de rechercher, je veux dire, si réellement il s'est suicidé ou pas, ou s'il a été carrément assassiné. Il va se retrouver avec la possibilité d'avoir un don. Et donc il va en choisir un. Il a le choix entre 8 dons. Et il va prendre la
psychophotographie, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une carte comme une carte de banque. Et il va pouvoir, grâce avec cette carte de banque, suivre pas à pas l'enquête qui mène et pour aller retrouver, je veux dire, potentiellement, on s'en doute un peu, hein, potentiellement l'assassin de son père. Donc ça reste réellement une super bonne saga. Psycho Bang. En plus avec un terminal, un final qui en vaut la peine, vraiment. Donc voilà, voilà. Entre contreparties aussi, c'est-à-dire, c'est que c'est une saga qui a été stoppée en commercialisation, donc si vous voulez le commander, je crois que ce sera très difficile. Il faudra, peut-être comme moi, le trouver en occasion. Donc voilà, voilà. Donc c'est ce qui termine ce petit update, lecture de ce 7 mars. Donc la semaine prochaine, n'oubliez pas, je vais faire un petit récapitulatif, c'est que la semaine prochaine on fera donc comment je vais dire, je n'arrive plus sur le mot encore, une fac, c'est ça? La dernière fac date du 24 février 2024, donc un peu plus d'1 an, avec les nouveaux abonnés et tout ça, donc on va se refaire un petit question-réponse. Donc n'hésitez, comme j'ai dit, surtout pas à m'envoyer plein de questions, soit je veux dire en commentaire ici dans la vidéo, ou bien je veux dire sur mon Instagram, pas de problème. Posez vos questions et puis on essaiera d'y répondre le mieux possible. Donc en attendant, je veux dire, comme d'habitude, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures et à la fois prochaine. Bye.